Et oui les amis, de retour avec vous pour la deuxième partie de cette chronique. Et oui, on fait un marathon avec Gulven Bazir, cohabiter avec la nature. Salut Gulven. Salut Mario, salut les amoureux de la nature. Merci d'être présent encore avec nous. Et oui, salut les amoureux de la nature. J'adore quand tu dis ça en plus parce que c'est vraiment, c'est cute. C'est beau en plus. Salut les amoureux de la nature. J'avais jamais remarqué, tu le disais toutes les fois en plus. Et on a mis avis à tous nos auditeurs auditrices. Vous avez des commentaires, suggestions, gênez-vous pas les amis, envoyez-les-nous en direct comme ça sur la chat ou envoyez ça aussi à mon ami Gulven. Vous avez sa photo en bas avec sa page Facebook, donc très 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 facile à rejoindre. Il va répondre. Et nous aussi en direct là, comme ça, là, si ça vous tente là, on y va. Ah oui, avec plaisir. Deuxième partie, deuxième émission, genre de cette belle avant-midi, de ce mercredi, hein, parce que je l'avais pas dit tantôt, mais on est le 16 août déjà, donc ça roule très 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 vite. Le soleil se couche plus tôt, mais il est présent avec nous aujourd'hui, en tout cas, ici au lac à la Tortue. Et aujourd'hui, action, Gulven, hein? Action dans tout. Exact. Comment trouver peut-être un endroit de prédilection, parce que on peut pas faire ça n'importe où. Exact. Pour pouvoir passer à l'action, il y a quelque chose qui est vraiment simple. C'est déjà se remémorer ce que je viens de dire dans la première émission. C'est de l'état d'esprit. Donc, faire des choix où on va chercher de la simplicité. Et ensuite, c'est prendre le temps de planifier, de s'entourer de bonnes personnes, de lire des bouquins, de rencontrer les bonnes personnes. Et, comme je l'ai conclu jusqu'à la fin, c'est de respirer. Et quand on respire, on se rend compte que la respiration, juste avant de démarrer l'action, je vais vous offrir encore une petite info qui, pour moi, me semble vraiment essentielle. Ce sont les 9 flux dynamiques qu'on retrouve dans une maison. J'en ai déjà parlé dans une émission précédente où j'en ai annoncé que 7. Mais j'ai oublié 2 essentiels en fait. Donc les 9 flux dynamiques qui circulent dans une maison, on vient de le parler avec l'oxygène, de respirer. Et ben le premier flux qui est vraiment important à prendre en compte dans un projet ou même pour vous dans la vie de tous les jours, votre premier aliment, c'est l'air. Oui. Le deuxième aliment, c'est l'eau. Donc, il est essentiel d'avoir une maison dans laquelle vous allez être sûr de pouvoir bien respirer. Donc, c'est normal d'avoir installé une ventilation et de pouvoir ouvrir facilement les fenêtres pour pouvoir ventiler aussi mécaniquement, enfin, pas mécaniquement, mais manuellement grâce à vous. Il y a quelque chose de magique aussi avec l'eau dans la maison. C'est quand même, quand vous allez en camping, vous vous rendez compte à quel point ce qui est le plus lourd à porter, c'est les bouteilles d'eau. Donc, vous vous rendez compte à quel point c'est magique d'avoir l'eau au robinet. c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. Donc, comment voir un peu ce flux qui va circuler dans la maison? Ensuite, l'autre élément, évidemment, c'est la nourriture. Donc, on vient de vous parler des 2 aliments essentiels, mais le troisième, évidemment, ça va être la nourriture. Quel est le flux de quand l'épicerie rentre dans la maison, quand on se prépare à manger, comment on sépare les déchets, les emballages, ce qui va au compost. Tous ces éléments-là, savoir un peu le circuit pour pouvoir rassembler un peu tous ces éléments-là ensemble. Et ensuite, la maison elle-même, il y a de la chaleur, il y a du froid. Comment le chaud et le froid circulent dans la maison, comment conserver le chaud en hiver, comment favoriser la fraîcheur en été. Il y a un autre point qui est important aussi, c'est le son. Le son qui circule dans une maison, c'est comme waouh, c'est pas grand-chose à prendre en compte, mais moi qui vis en appartement où j'ai des personnes qui sont au-dessus de moi et d'autres personnes qui sont en dessous de moi, c'est quand même le bruit qui peut être nocif, mais il peut être aussi quelque chose de magique. Tout à l'heure, quand j'écoutais Mario, avant de préparer l'émission, j'ai entendu des oiseaux chanter. Oui. Donc le son peut être énormément favorable, comme le coulement de l'eau d'une rivière ou d'une chute d'eau qui est très favorable pour nous. Donc ça, c'est encore un des éléments, un des flux. Un autre flux encore, c'est l'électricité et Internet. Donc tout ce qui va être un peu... tout à l'heure, j'ai parlé de l'eau, donc on imagine l'eau qui arrive et l'eau qui sort. L'électricité, c'est pareil, l'électricité qui arrive pour pouvoir fournir du courant et Internet qui va fournir aussi l'énergie de l'information qui circule dans la maison. Alors, on se rend compte que c'est l'électricité et Internet, maintenant, c'est comme indispensable d'avoir les deux. Puis, tout le circuit de l'entretien, un autre flux qui est vraiment essentiel, je pense que toutes les femmes vont le reconnaître et je le dis aussi aux hommes, le flux de l'entretien. Avoir
un espace technique dans lequel on va pouvoir laver le linge, on va pouvoir aussi faire le ménage de la maison et stocker le matériel de ménage. Ça influe aussi la maison, le circuit qu'on va avoir avec l'aspirateur. Si on imagine la conception de maison en pensant déjà comment on va passer l'aspirateur, vous allez peut-être acheter un petit aspirateur qui va être adapté au volume de la maison. Comme ça vous évitera d'acheter la grosse machine. Ou peut-être même avoir un aspirateur central. Peut-être que ça peut être intéressant aussi dans votre lieu. Un bon balai. Ouais, ou un balai. L'avantage du balai, c'est que ça consomme pas d'énergie. C'est facile à utiliser régulièrement. L'inconvénient, c'est que ça soulève un peu la poussière. Donc, faut aussi l'absorber, la stocker. Donc, là, cette poussière, il n'y a pas toujours de meilleure technique que l'aspirateur. Et ventiler. Ah oui, une chose importante. Une fois que vous avez passé l'aspirateur, les aspirateurs sont jamais vraiment très étanches. Donc, c'est important d'avoir à ventiler une fois que vous avez passé l'aspirateur. Mais généralement, en tout cas, moi, personnellement, quand je passe l'aspirateur, juste après, je lave le sol. Ce qui permet de restocker les poussières qui étaient en suspension, les recoller sur le sol qui est à nouveau humide. Et comme je ventile, il y a une bonne partie qui s'en va aussi avec l'air. Comment ça, c'est le voisin? Je me sers de l'air extérieur en tout cas. Ben oui, effectivement. Le dernier flux qui est vraiment important et qui est vraiment tout bête, hein, quand on conçoit une maison, en général, c'est pour y mettre des gens dedans. Donc, le flux dynamique des occupants, c'est vraiment important. Et je dis les occupants de façon large parce qu'il y a les adultes, les adolescents et les enfants. On n'a pas vraiment les mêmes flux, les mêmes dynamiques dans la maison. Et aussi les animaux, les chats, les chiens, les autres animaux que vous pouvez avoir chez vous. Donc, déjà avoir un peu cette mentalité de se dire, OK, il faut que je prenne ça en compte, un minimum de tous les flux. Tout à l'heure, je parlais des fonctionnalités dans la maison. Donc, ces fonctionnalités, ils sont associées à des dynamiques. Ces dynamiques, je viens de vous les décrire, c'est 9 dynamiques. Je vous invite à réécouter l'émission pour pouvoir les reprendre en note. Okay, oui. Ou à venir me poser la question, puis ça me fera un grand plaisir de vous accompagner sur votre projet là-dessus. Wow, et vous pouvez associer chacun des éléments, chacun des flux dynamiques aussi à vos 5 sens. L'odorat pour l'air, l'eau pour boire. Enfin voilà, il y a toujours un lien avec chacun des sens. Et quand tu parlais là, d'espace et de flux dynamiques comme ça, ces choses-là, tu sais, tu as parlé tantôt, tu sais, l'espace de rangement où on peut trouver tous les produits ou le nécessaire pour le lavage, etc., tout le kit. Mm-hmm. Et là, je fais ça comme oui, puis ça permet aussi d'isoler toute cette fonction de bruit-là aussi ambiant qui sort de cet espace-là. Souvent exact. Que t'entends la laveuse, t'es même dehors dans le cours et tu l'entends, donc c'est vraiment peut-être amener cet isolement-là aussi nécessaire pour le son. Exact. Et je te remercie parce que tu démontres justement le fait que chacun de ces flux dynamiques doit être réfléchi sur chacune des pièces et en interrelation avec chacune des pièces. Comme je viens de vous le dire avec les voisins au-dessus, en dessous, moi, le bruit que je fais, est-ce que je vais gêner mes voisins? Est-ce que quand je marche sur mon plancher, est-ce que je vais faire du bruit pour mes voisins? Quand je fais mes exercices ou quand je fais des pompes ou des push-ups, ça fait pas trop de bruit pour les voisins, mais quand je me mets à sauter pour pouvoir faire des exercices un peu plus aériens, on va dire. Ça fait boum, boum, boum. Alors, je peux le faire en mettant de la musique, comme ça je dis, mais c'est pas moi, c'est la musique. C'est bon ça, c'est bon. On n'a pas essayé, mais c'est quand même un bon petit truc. Donc, tout prendre en considération, ces flux-là aussi en même temps, pour nous amener, quand on parle de lieux, là, vraiment, là, où on va être dans la possibilité de se réaliser dans un environnement qu'on conçoit de façon à être en harmonie avec cette nature-là, de cohabiter vraiment avec cette nature-là. Parce que c'est vrai que si je recule là, quelques années où ce que j'habitais ou peu importe, ça aurait été inconcevable. Là. Bon, j'aurais pu améliorer certaines choses, mais bon, t'es pas chez vous, ou t'as pas l'espace, ou t'es collé chez le voisin, ou tu peux pas faire un changement majeur, peu importe. Donc, c'est tout ça prendre en considération et revient avec ce qu'on parlait tantôt dans l'autre émission. Vraiment, faut être vraiment dans l'état d'esprit de. Exact. Et tous ces flux dynamiques associés aux 5 sens, quand on va pour visiter un terrain, un appartement ou une maison, pour pouvoir l'acheter, construire, rénover, enfin, votre projet à vous, je peux vous assurer que je trouve que les 5 sens et les 9 flux dynamiques que je viens de vous décrire vous permettent de vous poser toutes les questions. Est-ce que c'est beau parce que vous avez la vue? Est-ce que ça sent bon? Parce que si vous êtes à côté, on peut habiter à côté d'une ferme qui va avoir une odeur assez conséquente s'ils font un élevage d'animaux par exemple, ou s'ils pendent du lisier de porc.
ça peut avoir un impact sur la santé qui fait que vous allez peut-être pas avoir envie de vivre localement à ce moment-là si vous êtes un peu en milieu extra-urbain ou carrément dans la campagne. Ça fait pleurer les yeux. Oui, quand ça sent vraiment fort, oui. Oui. Le bruit aussi, quand on habite en ville, c'est quand même intéressant de trouver un peu des rues qui vont être un petit peu moins passantes, parce que quand on est sur les grands axes centraux, c'est pratique, c'est renommé, ce genre de choses, mais en même temps, c'est souvent que là va passer les pompiers, donc d'un coup, on a énormément de bruit qui va se passer. Ou souvent, il va y avoir aussi des bars. C'est un choix aussi d'habiter au-dessus d'un bar. Moi, j'ai jamais réussi à faire ce genre de choix parce que j'aime bien en fait avoir du silence après 22h30, 23h. Parce que c'est à ce moment-là, j'aime bien aller me coucher pour dormir. Puis la bar, c'est à ce moment-là qu'il commence à faire du bruit. C'est ça, donc ça marche pas trop. C'est comme en dissociation. Voilà. Mais plus jeune, j'adorais ça, mais c'est même encore maintenant, j'adore sortir le soir, mais j'ai conscience du bruit que je peux émettre aussi. Donc voilà, je vais pas trop abuser non plus de la tranquillité des gens autour de moi. Donc ce que je veux dire là-dedans, justement quand je dis que moi je suis producteur de bruit ou pas, on peut être producteur de se dire qu'est-ce que moi je vais produire aussi comme usage de ma maison, du terrain par rapport à mon entourage. Est-ce que c'est quelque chose qui va être accepté par mes voisins? Si vous cherchez un terrain et que vous avez pour un projet d'avoir des poules, par exemple, est-ce que ça va être accepté par vos voisins? Alors si de base, vous connaissez pas les voisins, vous leur demandez est-ce que ça vous dérange d'avoir des poules, de base, c'est sûr qu'ils vont vous dire non. Mais si vous vous dites, écoutez, moi j'aimerais avoir des poules, est-ce que ça vous intéresserait si j'ai des poules que je vous offre des œufs? Là, vous êtes producteur. D'un coup, vous avez des poules, certes, ça fait du bruit, mais en échange, vous êtes déjà en train de leur offrir une compensation par rapport au bruit que vous pouvez avoir. Oui. Donc c'est aussi encore une fois l'état d'esprit à avoir pour pouvoir arriver sur un terrain et faire les bons choix. Et là déjà agir, là vous commencez simplement à prospecter, à identifier des lieux, des environnements qui vont correspondre à ce qui correspond à ce que vous désirez. Et je me rends compte d'un coup qu'il y a mes mains qui passent un peu dans l'écran. Si un jour on est à rendez-vous, vous allez voir que mes mains, je suis un peu à l'italienne, je parle avec les mains. Tout à fait normal. Merci. Mais il y a beaucoup de langage qui s'exprime aussi avec le haut du corps, le visage, mais les mains aussi, il y a beaucoup d'informations. Ça, je les retiens. Tu n'as pas remarqué, mais avant les chroniques, je mets de la colle. Là, j'essaye de... Tu mets de la colle. Merci. Je vais essayer d'y penser. Si ça vous dérange, en tout cas, j'ai une amie que j'aime vraiment beaucoup. À chaque fois que je parle, je vois ses yeux, mais pourquoi elle me regarde pas? Je suis pas en train de parler. Ah, elle regarde mes mains. Donc je m'en excuse si ça vous perturbe aussi. Restons focus. Donc justement, restons focus. Revenons sur le sujet. Le fait que vous soyez producteur lorsque vous cherchez un lieu dans lequel vous souhaitez vivre, soyez connecté à votre environnement. Tout de suite, à votre environnement interne. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que veulent les personnes avec qui je vais habiter, l'ensemble des occupants de l'espace de vie, le lieu de vie. Ça va faciliter aussi la définition du terrain, de l'appartement, de la maison, qui va faire que vous allez décider d'aller vivre sur cet espace-là. Bien sûr, dans les émissions précédentes, vous pourrez revoir, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, tout ce qui est en lien avec vos activités, vos relations, pour pouvoir faciliter ce choix de cet emplacement-là. Et si vous avez besoin d'être accompagné là-dessus, ça me ferait un plaisir de vous guider là-dedans. Ensuite, une chose qui est, comme je vous l'avais promis au début de la première émission, c'est le financement. Alors ça, je l'avais quasiment jamais abordé dans les émissions et c'est pour ça que je trouvais ça important de le prendre en compte. Et je vais vraiment vous donner les points par point de comment acquérir un bien immobilier. Donc que ce soit une maison, un appartement ou carrément un immeuble si par la suite vous souhaitez louer l'ensemble des autres logements pour peut-être éventuellement payer votre logement à vous ou que cet immobilier puisse payer votre hypothèque, votre maison. Il y a vraiment une chose toute bête, vraiment très 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 simple, c'est qu'une fois que vous avez trouvé le projet qui vous plaît, vous allez sur un site internet de prêt et vous allez faire un calcul hypothécaire. Alors, je vous donne pas vraiment de site internet en question, vous tapez calcul hypothécaire, calcul de bien immobilier ou calcul de maison ou de prêt. Voilà, vous allez trouver plein d'informations en allant sur votre moteur de recherche préféré. N'importe quelle agence immobilière aussi, peu importe, vous allez avoir un calculateur de prêt, de taux d'intérêt, exactement. Des liens. L'agence immobilière, après, elle a tendance aussi à vous vendre des produits par la suite. Donc, c'est ce qui est logique aussi, mais il faut jouer le jeu. Il vous offre quand même une partie gratuite pour pouvoir accéder à pas mal d'informations. Et ça va vous aider quand même à faire le calcul. Et ce premier calcul,
c'est intéressant de le comparer avec plusieurs autres calculs. Moi, il y a un site au Québec qui sort très souvent, vous faites des multiprêts comme ça vous permet d'avoir un prêt avec tel type de conditions, tel autre type de conditions et tel autre type de conditions. Et comme ça, vous avez 3 comparatifs. Et si ça vous intéresse vraiment d'aller plus loin, en suivant la formation de Solutions RA, il y a Frédéric, Frédéric Wiper, un des cofondateurs de Solutions RA, qui est un génie maintenant de Excel. Il a mis 2 semaines à devenir un génie, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette personne. Et il a réussi à faire un tableau extrêmement simple pour pouvoir comparer avec une très jolie courbe de combien ça coûte. Donc vous avez le même résultat que le calcul de versement hypothécaire. Mais dans son calcul, vous avez même une courbe qui vous dit, quand je réinvestis là-dedans, je vois que en fait, je suis pas en train de prendre dans mon investissement, dans mon hypothèque et donc dans les versements à la banque. Bon, je pourrais être beaucoup plus clair si vous êtes un étudiant. Je peux vous assurer que c'est quand même très intéressant d'aller plus loin là-dessus. Mais pour ça, venez vous former avec notre équipe, ça va vous plaire. Je reviens sur le sujet. Donc, ce qui est important en fait dans le calcul hypothécaire, c'est le prix, mais c'est aussi la mise de fonds. Combien vous arrivez quand vous allez voir votre banque pour pouvoir faire une demande de financement? Quelle est la mise de fonds que vous avez? Et qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit de la famille, ce que moi j'appelle du love money, ou que moi ou d'autres personnes appellent le love money, oui. C'est l'argent que vous allez pouvoir rembourser sans taux. C'est à taux zéro. C'est quand même assez pratique. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir rembourser après avoir habité la maison. Ce qui permet de faire, de ne pas d'oublier de dire à la banque que cet argent, vous allez devoir le rembourser plus tard. Mais en tout cas, ça permet d'avoir une mise de fonds pour pouvoir réduire un peu l'impact du coût de l'immobilier auprès d'une banque. Et ça donne aussi la garantie hypothécaire nécessaire pour bien procéder. Exactement, parce qu'avant, il y avait peut-être pas besoin de mise de fonds. Aujourd'hui, c'est quasiment indispensable pour... ça dépend du prix de l'investissement que vous voulez mettre dans l'habitat, là, mais généralement, il faut quand même venir avec 10 ou 20 000 $ ou 20 000 euros minimum, peut-être même plus. Ensuite, quel type de prêt vous voulez? Est-ce que vous voulez un taux fixe ou un taux variable? Et pour quelle durée, s'il est variable? Donc, aujourd'hui, les gens ils disent « Ouais, le taux, il coûte cher, tout ça, machin. » Dans les années 80, 88, 90, je me suis un peu renseigné là-dessus, les taux à variable, ils étaient à 18%. Yes. Aujourd'hui, au Québec, ils sont à 2,75 et en France, ils sont à 1,5 à peu près, 1,50. C'est vraiment très, très peu. Et même à des taux fixes qui sont à 1,50, à 2,75, 2,80, on est quand même avec des taux qui sont vraiment très, très bas aujourd'hui. Donc, je sais pas quelle est la bulle immobilière qui s'est passée en 2008 pour que aujourd'hui on arrive encore à avoir ce type de taux là. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'argent qui doit circuler là dans cet univers là. Mais bon, faut pas oublier que l'argent que les humains utilisent normalement quand vous allez à l'épicerie ou ce genre de choses, ça représente seulement 2% des échanges monétaires mondiaux. 90% de l'échange monétaire mondial est sur les marchés, sur Wall Street et compagnie. Donc vous inquiétez pas, c'est normal que ça bouge un petit peu avec l'immobilier. Effectivement. Ensuite, quel est le taux d'intérêt? Donc ça, je viens de l'aborder. L'amortissement. En combien de temps vous allez amortir votre prêt? Alors, en 10 ans, 15 ans. Alors 10 ans, c'est que vous avez une sacrée belle mise de fonds quand même. 15 ans, 20 ans, 25 ans. Ça, c'est quelque chose qui est à peu près commun. Alors, en France, c'est possible d'avoir des amortissements sur 40 ans, c'est-à-dire faire un prêt sur 40 ans. Combien va vous coûter votre prêt à la banque si vous empruntez sur 40 ans? C'est probable que vous allez rembourser peut-être, vous allez acheter votre maison et vous allez acheter l'équivalent d'une maison identique, mais que vous allez verser entre guillemets en perte à la banque. Donc c'est quand même important d'avoir à le calculer là-dedans. Et ensuite, il existe aussi la fréquence des versements. En tout cas, à minima au Québec, il est possible, on connaît, de faire un versement mensuel, mais c'est possible aussi de payer votre hypothèque aux 2 semaines ou à la semaine. Quand vous payez à la semaine, le fait que vous remboursez plus rapidement, vous payez un petit peu moins cher aussi le prix du prêt. Donc ça, ça baisse beaucoup plus sur le capital. Savoir. Oui, c'est effectivement. Quand tu as la chance de le faire, c'est que ça baisse plus vite le capital, donc c'est ça. Plus rapide. Faut quand même avoir une petite trésorerie pour pouvoir quand même payer à la semaine éventuellement, mais c'est quelque chose qui est envisageable. Évidemment, c'est à la semaine anticipée, c'est pas à la semaine genre après, tu sais. C'est comme ça s'appelle un crédit après, ça marche pas dans ce sens. Pas vraiment. D'où l'importance d'avoir une trésorerie pour que ce soit vous qui fassiez l'espace tampon entre vos revenus et la capacité à payer votre hypothèque.
Ensuite, évidemment, si un jour vous envisagez éventuellement d'avoir à vendre le logement que vous souhaitez acquérir, sauf si c'est un logement pour toute votre vie parce que c'est un super terrain avec un beau jardin en permaculture évidemment, et puis qui soit en adéquation pour que vous puissiez finir vos jours ici, ou en tout cas que ça soit un espace de vie central dans votre vie et que ça vous empêche pas de voyager non plus. Ça peut être intéressant, si c'est pas ce cas-là, d'avoir peut-être d'acquérir un bien qui par la suite dans les 5 ans ou 10 ans, en tout cas j'imagine toujours un peu une vision à long terme, si vous souhaitez le vendre par la suite, de vous assurer que la localisation soit en adéquation avec vos besoins à vous, la proximité des services par exemple, l'école, les commerces, les services de base on va dire, voire même de santé si besoin. Je parle de ça, j'ai eu un cas il y a quelques semaines où je suis allé visiter un terrain et lorsque on a visité le terrain, par malchance, le chien s'est fait piquer par plusieurs bêtes ou a eu une réaction urticaire, en tout cas, assez importante. Et on était vraiment éloigné dans la campagne. On a mis à peu près 35 minutes avant de rejoindre en urgence une urgence vétérinaire pour pouvoir sauver le chien, parce que le chien était en train de gonfler de partout, donc il commençait à avoir sa gorge qui pouvait l'étouffer, donc il avait des difficultés à respirer. Et là, c'est là où je me suis rendu compte aussi de prendre en compte la santé dans les biens et services de proximité. Ouais, ensuite, la facilité, le secteur en fait, est-ce que c'est un endroit qui va être facile à louer parce que c'est un environnement qui est bien situé et qui a un bon environnement où les propriétaires autour, les autres propriétaires qui sont autour prennent soin aussi de leur environnement, qui font que c'est cool d'habiter dans ce quartier ou dans cet environnement, dans ce village. Voilà. Alors, ça, c'est une première partie. Il y a aussi une autre partie qui sont les coûts. C'est quoi les coûts que vous allez avoir à payer chaque mois ou à l'année ou à minima dans l'investissement quand vous allez vous lancer dans ce projet-là. Donc ça, évidemment, c'est le coût de l'achat de la maison, évidemment, ou du terrain, de l'ensemble. Donc ça a un prix, évidemment. Ensuite, c'est quoi les travaux que vous allez avoir à mettre pour pouvoir réparer s'il y a lieu, évidemment. Ensuite, quel est le coût du notaire? Quel est le coût de l'inspection? Parce qu'il peut y avoir des inspections pour la fosse septique, pour l'inspection du terrain, pour l'inspection de l'évaluation de la maison, pour l'inspection du système de chauffage, par exemple. Toutes ces inspections qu'il peut y avoir. Aussi l'efficacité de la maison. Moi, je vous invite énormément à faire une inspection spécifique de la maison pour savoir si elle est déjà construite, de faire un test d'étanchéité à l'air. Ça vous permet d'évaluer la réalité de la consommation de la maison, parce que quand la personne vous dit « Non, moi, j'ai pas de grosses factures de chauffage », et que vous avez le test d'étanchéité à l'air, vous voyez que la maison, au lieu d'avoir 1,6, c'est ça? Ouais, 1,5 fois le volume d'air de la maison qui va être renouvelé par heure, naturellement. Donc, si vous n'êtes pas en dessous de ça, quand on est en dessous de ça, on est bon. Quand on est au-dessus, on commence à être un peu moins bon. Si, par exemple, vous avez 3 à 5 volumes d'air de renouveler de la maison en entier par heure, ça commence à avoir une maison qui perd vraiment beaucoup de calories. Donc, ce test d'inspection d'étanchéité à l'air est important. Si vous êtes en France, je vous invite à vous approcher pour une maison en rénovation. Je crois que c'est 0,8 mètre cube heure par mètre carré qui doit être c'est la quantité d'air qui doit être inférieure à 0,8. Et si vous êtes en neuf, c'est à 0,6. Et si vous êtes en maison passive, c'est 0,15. Donc, bon courage. Mais c'est possible, il suffit de mettre du scotch, du tape de partout. Donc, c'est tout à fait réalisable. Ensuite, évidemment, il va y avoir aussi les frais de l'institution financière. Donc, on vient de le voir avec la banque. Mais il peut y avoir aussi d'autres frais annexes des courtiers en banque pour pouvoir pour trouver les meilleurs prêts si vous faites appel à ce type d'institution. Les frais d'évaluation aussi du bien. Parce que si vous achetez un lot qui est un peu conséquent, il peut y avoir différents frais d'évaluation pour évaluer le lot, évaluer l'accessibilité de l'électricité si c'est juste un terrain qui est nu. Donc c'est tous les réseaux, comment on amène tous ces réseaux-là. Donc cette évaluation-là peut avoir un coût aussi. Beaucoup de frais faut que ce soit pris en considération effectivement quand on parle ici, le fameux certificat de localisation, s'il y en a pas, c'est faut pas se faire, etc. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup de choses à prendre en considération quand on parle de lieu. Exact. Puis j'approche un peu de la fin là avec, j'aurai encore les dépenses à faire. Là, c'est juste les coûts. Il y a d'autres dépenses à prendre encore en compte. Donc il y a aussi les frais de phase environnementale. Parce que si vous achetez un terrain avec un espace en milieu humide ou même qui est accolé à une forêt ou à un parc,
c'est important d'avoir à évaluer la qualité environnementale de votre lieu pour pouvoir préserver des plantes ou des animaux, des insectes, des éléments qui sont peut-être valorisables. Moi, il y a un peu plus d'un an, il y avait quelqu'un qui était venu me voir en me disant, j'ai un terrain, je veux construire là, mais je suis aussi agriculteur, j'ai envie de cultiver ce terrain-là pour faire tel type de plante. Et je lui dis, avant de cultiver, tu viens de l'acheter le terrain, je te propose une chose. Avant d'acheter et de te dire si c'est le bon lieu de maison, là, c'est de dormir sur place et d'évaluer la qualité de ce que tu as sur place. Et il a fait venir quelqu'un qui connaissait un petit peu les plantes, comme ça, un ami, et il lui a fait remarquer qu'il avait de l'asclépiade sur son terrain. Et là, il y en avait tellement, de l'asclépiade, il s'est dit, waouh! Non, mais l'asclépiade, beaucoup de personnes vont considérer on appelle ça la soie du Québec aussi, l'asclépiade. Et elle est reconnue, c'est une plante qui est reconnue parce que les papillons monarques, les grands papillons monarques vont se reproduire sur ce type de plante. Et à l'intérieur de la soie du Québec ou de l'asclépiade, c'est un tissu qui est extrêmement très chaud pour pouvoir faire des vêtements ou isoler des vêtements. Donc c'est un matériau qui est assez magique et qui a une rentabilité assez conséquente parce qu'aujourd'hui on commence à exploiter correctement ce produit-là pour en faire une soie qui est hydrophobe, c'est-à-dire qui ne stocke pas l'eau et qui isole peut-être 26 fois mieux que le coton. Moi, je suis pas très sûr du chiffre là, mais je crois que c'est un truc comme ça. Donc c'est quand même vraiment plus isolant. Waouh. Et qui est hydrophobe, c'est-à-dire que l'eau ne reste pas accrochée à la fibre. Donc c'est vraiment très intéressant. Et donc cette phase environnementale est vraiment essentielle parce qu'elle peut vous faire reconnaître la qualité environnementale de votre terrain. Et cet ami là qui m'avait posé ces questions-là à l'époque, lui à l'origine il voulait labourer et planter, je sais pas, des céréales, ce qui aurait été une valeur monétaire complètement différente, peut-être beaucoup moins cher, parce qu'il n'aurait pas du tout rentabilisé son terrain comme il l'aurait souhaité, alors qu'il avait juste à valoriser ce qui poussait naturellement sur place. Donc comme ça, c'est pour vous dire que l'environnement, de toute façon la nature, elle nous met toujours deux claques. Un, c'est beau, et deux, elle le fait facilement à température ambiante. Donc mettez dans votre esprit, la nature va vous apprendre quelque chose tout le temps. Donc allez faire une étude environnementale sur votre terrain. Comme ça, vous comprenez l'importance d'investir là-dessus. C'est bon, je crois que je suis assez clair là-dessus. Frais et actes de quittance de prêt. Bon, ça, c'est des choses qui peuvent être variables suivant si vous achetez un gros immobilier. Et évidemment, l'évaluation municipale et les taux de commission de l'agent de la vente. Oui. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on a les dépenses années qui sont les taxes municipales, les taxes scolaires, la taxe d'eau, les taxes d'assurance, évidemment. On va avoir l'électricité, le gaz s'il y a lieu. Si vous êtes au Québec, il y a le déneigement, parce que ça fait toujours rire les Français qu'il y a à prendre en compte le déneigement, mais je peux vous assurer que au Québec, il faut prendre en compte le coût du déménagement, parce que vous voulez pas le faire tous les jours, vous payez quelqu'un pour ça. Ensuite, il y a des personnes qui ont des pelouses assez conséquentes, donc s'il faut tondre la pelouse, par exemple. Si vous avez un immobilier, une coopérative, peut-être que vous allez avoir à payer les frais aussi de déchets, ou autrement c'est une taxe de déchets aussi. Et si vous payez un comptable pour pouvoir gérer un peu toutes ces dépenses, ça peut être intéressant aussi de prendre en compte par rapport à votre immobilier, à votre terrain ou à votre logement. Quand vous mettez un peu toute cette liste-là, vous dites ah oui quand même, il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans le financement de mon projet. Donc voilà, allez-y un peu dans tout ça. Puis comme je vous l'ai abordé tout à l'heure, mais il y a le taux d'intérêt, l'amortissement à la banque, la mise de fonds, combien vous allez avoir de pourcentage à rembourser, en combien de temps. Et faites un joli tableau et rassemblez toutes ces données là-dedans pour prendre une décision assez simple. Parce qu'une fois que vous avez fait ce joli tableau, et je vais conclure là-dessus, une fois que vous avez fait ce joli tableau, vous mettez la valeur du bien à un endroit et il y a tout le reste des calculs qui vont apparaître. Sauf peut-être pour la valeur exacte des taxes qui vont varier en fonction de la municipalité dans laquelle vous allez vous installer. Mais il y a quand même beaucoup de choses où en tout cas vous mettez une fourchette de valeur un peu négative qui va faire que au pire si ça coûte ça, je l'ai pris en compte. Comme ça, vous savez où vous en allez. Vous savez quels sont les revenus que vous allez devoir générer pour pouvoir vivre dans ce logement-là. Parce que si vous voulez vivre dans une super maison écologique avec une serre, un garage d'abondance, avec plein de belles choses, un jardin immense et une forêt, une rivière, plein de choses, au bout d'un moment, oui, bon, attends, on va essayer de rassembler là, c'est quoi mon budget? Parce que quand vous allez voir un constructeur de maison écologique, je pense à Benoît Lavigueur de Belvédère, et j'ai fait un webinaire la semaine passée avec lui, il m'expliquait que moi, les gens quand ils viennent me voir, la première question que je leur pose, c'est le budget.
Et les gens, souvent, ils réagissent, non, mais c'est pas vos oignons. C'est peut-être pas mes oignons, mais ça va être rapidement mes oignons. Et moi, très souvent, comme je suis pas un constructeur et je suis plus en relation directe avec vous parce que mon objectif, c'est que vous ayez la maison qui corresponde à vos rêves et que vos rêves soient en adéquation avec vos besoins et vos désirs, que vous puissiez identifier les deux. Moi, vous pouvez me dire les vrais chiffres de votre budget parce que au final, je m'en fiche. C'est votre projet à vous. Et au contraire, plus vous me donnez des vrais chiffres, plus je vais être prêt à vous dire des bonnes astuces. Et la première astuce que je vais vous offrir là-dessus, parce que c'est vraiment un cadeau ce que je vous dis là, c'est que réservez-vous toujours, dans le Love Money qu'on pourrait vous donner, vous avez comme mise de fonds, réservez-vous toujours au moins 10 000 que vous cachez, que vous mettez de côté. Parce que je peux vous assurer que vous allez vous tromper quelque part. C'est normal. Et je vous l'ai dit tout à l'heure dans le début de la première partie, la culture de l'échec, soyez honorés de ça. Et mettez-vous de côté. Observez votre vie. Si vous avez jamais eu d'échec, vous gérez parfaitement l'argent, waouh. Vos relations, ça doit être nickel, ça doit être au cordeau, tu sais. Mais si c'est pas nécessairement le cas, réservez-vous un petit oreiller financier pour pouvoir anticiper un peu ce genre de choses là. Et ça, celui-là, cette petite oreiller-là, n'allez pas l'annoncer nécessairement au constructeur ou au banquier. Encore au banquier, ça peut être à votre avantage. Donc c'est à voir. C'est un peu un niveau de négociation à voir avec vous-même. Mais avec le constructeur, soyez quand même assez franc avec lui en disant, j'ai fait mes comptes, hein, j'ai fait mes devoirs, j'ai fait tous mes calculs. Je sais que le budget réel que je peux mettre avec tant de marge d'erreur, il est de temps. Et là, vous vous rendez compte que construire une maison pour 100 000 $, ça va être un peu léger. Construire une maison pour 100 000 €, ça va être un peu léger. Mais c'est possible. C'est possible dans certains cas, si votre maison a fait moins de 70 mètres carrés ou moins de 750 pieds carrés, à peu près, là, je ne suis pas très sûr des pieds carrés. Faites la conversion. Mais bon, c'est envisageable d'avoir une petite maison qui soit adaptée à vos besoins et qui va être en dessous des 100 000 $. Mais un projet normal d'une maison, sans terrain, évidemment, hein. Mais si on prend en compte tous les éléments, la fosse septique, le raccordement à l'électricité, le gaz, l'eau, le notaire, tous les frais que je viens de vous décrire, je peux vous assurer qu'on s'approche facilement des 200 000 à 230 000 $, ou au moins 150 000 ou 180 000 €. Donc, dans ces coins-là. Ouais, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Et pour pouvoir faire une évaluation qui soit assez proche de votre réalité, le chiffre à prendre en compte, c'est environ, attendez que je ne me trompe pas, c'est 150 $ le pied carré à peu près. C'est un chiffre moyen. Oui. Vous pouvez le monter pour pouvoir prendre un maximum de marge d'erreur, vous le montez à 180 $ le pied carré. Et si vous êtes en France, ou en tout cas si vous calculez en mètres carrés, en tout cas en France, dans le sud de la France, c'est 1500, donc c'est assez facile parce que c'est 1500 € à 1800 € le mètre carré. Donc en pied carré, c'est petit, le mètre carré, c'est plus grand. C'est pour ça que le chiffre est plus gros, entre 150 et 1500. C'est juste une question de conversion, tout simplement. Exactement. Et l'énorme avantage en ayant ce chiffre-là, ça permet aussi de calculer combien va me coûter la maison en kilowattheure par mètre carré. Vous savez combien vous investissez pour pouvoir acheter et acquérir le bien, mais aussi combien ça va vous coûter à l'année par la suite en termes d'usage. Donc au Québec, c'est pas encore quelque chose de commun, mais en France, c'est évident d'avoir le label des énergies qui va avoir le classement ABCDE. Avec le A, une maison en A, c'est juste la norme normale, la RT 2012, bientôt la RT 2020, qui équivaut à du A+, A++, comme on peut voir avec les réfrigérateurs, les différents appareils qui consomment de l'énergie. Et là-dedans, c'est intéressant de se dire, OK, combien ma maison va consommer par kilowattheure et par mètre carré? Et donc, ça vous permet d'ajouter cette valeur-là aussi dans votre tableau pour évaluer les coûts du chauffage. Mais aussi de l'entretien. Parce que si vous mettez un toit qui va se dégrader dans le temps, peut-être qu'au bout de 20 ans, il va falloir le changer. Si vous souhaitez vivre longtemps dans ce lieu de vie, anticipez ces dépenses-là dès votre crédit. Parce qu'il va y avoir des choses à refaire. Il y a de l'entretien à faire dans la maison. Et faites un calcul, n'ayez pas peur. Surtout si vous empruntez de l'argent sur 20-25 ans, faites votre calcul d'entretien sur 20-25 ans, au minimum du temps du crédit, au minimum. Quand même extraordinaire. Plein de choses à mettre en place. Et pour ça, vous pouvez être accompagné, hein. Vous pouvez avoir de l'aide, vous pouvez être accompagné de services aussi. Donc, Goodven,
Moi, ça va me faire plaisir de toute façon, tu le sais, de te consulter toi, Oui, parce que c'est avec merci. toi que j'ai connu ben, j'avais déjà le goût d'en apprendre et par l'entreprise de gens, ben, je t'ai rencontré et depuis ce temps-là, ben, on parle, pour moi, on parle de tout plein de projets et toi, je vois aussi en même temps tout ce que tu apportes de changement dans son recul de là, quoi, 1 an et demi, tout simplement. Ce que tu amènes l'énergie que tu apportes, ta passion, écoute, on ne peut pas nier l'être passionné que tu es pour cette façon d'amener la vie, hein, avec l'harmonie avec cette nature-là. Donc, et là, on parle pas juste de cohabiter, comme tu disais tantôt, mais de prendre connaissance aussi que on peut, de façon à utiliser notre énergie, ben, à le régénérer dans le fond, tout simplement, à lui redonner une qualité énergétique. Donc, c'est vraiment extraordinaire, Goulven. Mais tu mets Merci. un petit mot qui est vraiment important là, c'est coopérer, connaissance, cohabiter, Ouais. communauté. Il y a quelque chose qui est important, c'est que on est des êtres sociaux et selon moi, il est capital de voir le monde en connectant les gens. Moi, quand j'ai appris l'écologie, j'ai appris plein de choses de façon séparée. Et quand j'ai appris la permaculture, j'ai appris à relier tous ces éléments-là ensemble. Et depuis, je m'intéresse à la physique quantique qui permet de voir les choses qui sont très très petites. Et je m'intéresse aussi à la cosmologie. Et quand tu additionnes le tout petit dans un coin et le très très gros dans l'autre, il y a possibilité de connecter les deux. Et quand on commence à avoir cette vision de cet univers connecté, / Nassim Haramein, si ça vous intéresse d'aller voir plus loin, vous comprenez que on est des êtres sociaux et on a besoin de vivre en communauté. On a besoin de coopérer, de cohabiter avec la nature. Et pour ça, on a besoin de connaissances. Et pour avoir de la connaissance, il est essentiel de se renseigner, de s'entourer de personnes qui ont accès à cette connaissance. Et je vous invite, vous, une fois que vous avez acquis à cette connaissance, de la transmettre à votre tour pour pouvoir maintenir ce niveau de connaissance dans la population mondiale. Et l'énorme avantage aujourd'hui, c'est que toute la connaissance aujourd'hui, elle est quasiment gratuite. Vous Elle est connectez instantanée. à tous les diffuseurs de vidéos qui existent sur Internet, hein, pour pas juste en nommer un parce qu'il y en a plein aujourd'hui. Vous pouvez accéder à des cours qui sont normalement réservés à une élite aux États-Unis ou à d'autres endroits. Et si vous vous débrouillez en anglais, vous avez accès à la quasi-totalité de l'information à des niveaux qui sont les meilleurs professeurs qui existent au niveau mondial. Et donc cette connaissance, cette cohabitation, cette coopération, cette communauté, vivez en communauté avec la nature, vivez en communauté avec vos personnes avec qui vous allez vivre dans votre maison, mais autour de vous. Et si vous savez pas faire toutes ces choses-là, bah, peut-être que ce sera la thème de la prochaine émission. Excellent. Merci, Goulven. Avec grand plaisir. On retourne faire un tour à la nature. Et les amis, si vous allez faire un petit tour aujourd'hui où ça vous donne, prenez juste conscience de ce que la nature peut nous offrir en plus. C'est vraiment extraordinaire. Merci, Goulven. À bientôt. Merci d'amour de la nature. Ciao, ciao.